Bienvenue dans Glitch, le podcast de Zenexing qui donne la parole aux nouveaux entrepreneurs qui cassent les codes. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Risk, un cofondateur de Campus Fund, le premier fonds d'investissement qui investit que dans les jeunes talents, c'est-à-dire les étudiants et ceux qui viennent juste de drop-out. Leur conviction, les startups qui vont tout changer demain sont en train de naître sur les campus. Avec plus de 50 investisseurs à leur côté, ils financent des projets tech et non tech en pré-seed. Mais au-delà des chiffres, Nicolas partage sa vision, son parcours et son envie d'entreprendre. Un épisode qui va parler à tous ceux qui ont une idée mais peut-être pas encore de réseau et ne savent pas ce que c'est les levées de fonds. Entre vision long terme, réalité du terrain, rien n'est laissé au hasard. Ce podcast est plus sympa en vidéo, alors bon visionnage. Hello Nicolas, comment vas-tu? Salut Corentin, ça va et toi? Ça va nickel. On commence directement dans le vif du sujet avec les 30 questions en moins d'une minute. C'est parti, t'es prêt? Quand tu veux. Ton métier de rêve quand t'étais petit. Inventeur. Ta plus grande inspiration business. Xavier Niel? Ta plus grande peur en général. Décevoir peut-être? Ta plus grande qualité en tant qu'entrepreneur. C'est difficile, hein? Ah ouais, c'est super dur, ça demande de la réflexion quoi. À l'instinct. Ouais, prendre des coups? Ok. Il faut mieux être généraliste ou expert dans un domaine. Je dirais généraliste. Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ce que tu fais et que tu as envie de lancer? L'indépendance, Ok. la liberté? Est-ce que tu as déjà pensé de tout arrêter? Jamais. Hop, C'est faux. Bah oui. Et jamais, en vrai jamais. Ok. Quelle est la tâche avec laquelle tu procrastines le plus? Le reporting? Est-ce que pour toi, ta réussite, c'est une part de hasard et de chance? Oui. La chose que tu refuses pour sacrifier dans ta carrière? L'ambition? Ok. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Oui. À son échelle. Tu préfères accompagner ou créer des entreprises? Créer? Est-ce que tu t'es déjà senti que tu n'étais pas légitime avec Campus Fund, etc.? Oui. Est-ce que tu préfères les profils trop confiants ou trop discrets? Trop discret. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De se lancer? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir le flair ou apprendre à avoir le flair pour trouver des bons investissements en start-up? Oui. C'est quoi le plus gros red flag chez un fondateur? Pas de réponse, pas de rythme. Il fait le mort pendant plusieurs jours. Est-ce que tu as déjà investi dans un projet que tu comprenais pas totalement, mais dont tu sentais le potentiel dans le fondateur? Clairement. Qu'est-ce que tu as le plus sous-estimé dans le métier de fonds d'investissement, dans les VC? La levée de fonds? Est-ce que tu as déjà été en désaccord total avec un autre investisseur du même board? Et si oui, est-ce que tu as eu raison ou c'est lui? Oui. Est-ce que j'ai eu raison? C'est le temps qui nous le dira. Et voilà, c'est fini. Il y aura un peu moins de questions, OK. mais je pense que ça va bien durer 1 minute. Est-ce que ça t'a plu? C'était sympa? Ouais, c'était cool. Je m'attendais à que ce soit plus challengeant. Bon, je dis ça, mais j'ai répondu en 5 minutes, hein, tu vois, mais Oui, c'est sûr, c'est assez compliqué comme petit jeu, surtout quand c'est des questions très ouvertes. Faut faut prendre un peu le temps quand même, comme on va faire des coupures. c'est clair. On va pouvoir commencer directement avec notre partie, les origines. Les Ouais. origines de Campus Fan, mais aussi de toi, Nicolas. Et moi, j'aimerais parler de quelque chose, au début. Heu, il paraît que tu as des flyers, dans ton placard qui sont non écoulés. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Écoute, ça c'est Romain qui t'a balancé un truc, quoi. Ouais, écoute, on était, je te fais la story avec, comme ça, C'est tu auras parti. le truc. Ouais, écoute, Romain et moi, Romain, on a monté Campus Fund ensemble, hein, il y a 3 ans maintenant, 2022. On a pensé Campus Fund en 2021 et en fait, pour la petite histoire, on est meilleurs potes depuis 25 ans, voisins, on se connaît très, très bien, on se connaît par cœur, quoi, comme des meilleurs potes peuvent se connaître et on a toujours voulu monter une boîte ensemble, en fait et c'est passé par pas mal de phases, qui peuvent être liées à l'entrepreneuriat, notamment cette histoire de flyer, où en fait, on avait un copain qui bossait en boîte de nuit quand on était au collège, lycée et qui nous avait dit: «Bah, moi, si vous me ramenez des gens, je vous donne
une rétrocom, en fait, hein, aussi simple que ça, sur les gens que vous ramenez. Il faut distribuer ces flyers. Bon, on a distribué peut-être 5 flyers, pas plus, sauf qu'ils nous en avaient 200. Et donc, effectivement, Romain et moi, on a encore des flyers pour entrer, je ne sais plus dans quelle boîte de nuit à Paris, il y a littéralement 10 ans, quoi. Et c'est peut-être pas la première expérience entrepreneuriale, mais surtout qu'elle n'a pas du tout marché et qu'on n'a pas du tout commit dedans, quoi, comme on dit. Mais assez marrant comme anecdote, ouais. Et du coup, c'est quoi ta première expérience que tu pourrais dire? Parce que tu viens de me dire que c'est peut-être pas la première expérience. C'est pour Ouais. toi, c'est quoi ta première expérience? J'ai toujours eu pas mal d'idées, en fait, des dizaines et des dizaines d'idées. C'est passé de Uber quand j'avais 10 ans à Le Bon Coin, à faire une marketplace de 20 000 autres trucs. Je pense que la première vraie expérience entrepreneuriale, c'était avec mon grand frère, pour te dire. Et on était à un mariage et on s'est dit comment on va se faire du cash. Ben, on va cirer les chaussures des gens. Donc on allait sous les tables. Et en fait, on était trop petits, tu vois. On était trop petits pour ne pas accepter la demande de se faire cirer les chaussures. Donc tout le monde donnait 2-3 € et on passait avec des mouchoirs et en gros, on nettoyait les chaussures des gens, quoi. Aussi simple que ça. Et on s'est fait pas mal de cash, tu vois. Ça, c'est la première expérience probablement. Puis après, il y a eu pas mal d'idées. On avait voulu faire aussi, toujours avec mon frère, un logiciel pour les banques, pour le middle office. Et puis ensuite, avec Romain, on était passé par pas mal de phases aussi de recherche d'entreprise. Et puis on est tombé sur Campus Fund. Et Campus Fund, c'est le fruit de ça, en fait, à la fin. C'est Mmh. cette volonté de vouloir monter une boîte à tout prix, quoi. D'accord. Et là, en nombre de projets avant Campus Fund, tu en as eu combien environ? Donne un chiffre, De lancer ou de oui, réfléchir? lancé, pas juste réfléchi dans la tête. 0. Tu vois, c'est D'accord. ça le truc, quoi. C'est à chaque fois, en fait, si tu le fais pas, ça marchera jamais. Donc, là, en l'occurrence, on s'est lancé avec Campus Fund. Donc, ça tient pour l'instant. OK, super. Bah, on va pouvoir, parler directement de Campus Fund, des débuts. Du coup, là, je vais te partager quelque chose. Ouais, tu vas me ressortir un vieux deck de Campus Fund ou des vieilles photos. Non, On va non, voir. non. Alors, c'est cette, vieille photo, au tout début de Campus Fund, et de ce que j'ai appris, c'est que Campus Fund, n'allait sûrement jamais voir le jour, au tout début. Est-ce que tu peux me parler des 1res galères de Campus Fund? Ouais, bien sûr. En 2 mots, est-ce que tu veux que je te parle un peu de Campus Fund? Comme ça, on sait ce que c'est peut-être et comme ça, je te Il fais y le. aura une intro, mais je veux bien que tu te présentes avec, toi. Ah, écoute, avec plaisir. Bon, écoute, Campus Fund, on a monté ça avec Romain Barranger il y a 3 ans. C'est un fonds d'investissement. On investit dans des startups qui sont montées par des jeunes. Pour nous, jeunes, c'est étudiants, jeunes diplômés, PhD, hein, doctorants Mmh. globalement. On a fait une vingtaine de deals à date. On est soutenu par une soixantaine d'actionnaires et on met un ticket de 50K par mois dans des boîtes tech et B2B. Ça, c'est Campus Fund. Et en fait, quand on s'est lancé avec Romain en 2021, on a vu, donc ça c'est vraiment l'origine, hein, on voit qu'il y a un modèle aux US qui s'appelle le Dorm Room Fund qui cartonne. Et Mmh. nous, de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est on a tous les copains qui veulent monter des boîtes. Moi, dans ma promo, quand j'étais à l'université à Dauphine, là, il y avait sur 20 personnes dans la promo, il y a une dizaine de personnes qui voulaient monter une boîte, quoi. Et la différence, c'est qu'il n'y avait pas de pure player, donc d'acteurs dédiés uniquement au financement des jeunes entrepreneurs. Là où pour autant, les jeunes entrepreneurs sont un porteur d'innovation, parce qu'ils sont sur les campus, ils ont toute l'infra, ils sont au courant des enjeux de demain, ils connaissent les nouvelles technologies, donc ils peuvent monter vraiment des projets de rupture. Mais deux, le problème, la grosse problématique des jeunes entrepreneurs, c'est que par définition, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'argent, quoi. Donc il fallait trouver un moyen de les financer, de les accompagner. Et on se dit, bon, bah, tiens, on va appliquer ce modèle de DRF, de Dorm Room Fund, de fonds aux Mmh. US, aux spécificités du marché français, et on va investir dans des startups portées par des jeunes entrepreneurs. Et en fait, on part un peu tout feu, tout flamme. On se dit, on va aller lever 10 millions d'euros, on va aller être régulé par l'autorité des marchés financiers. Ça va être facile parce que la thèse est super, elle parle à tout le monde, etc. En fait, on s'est pris pas mal de coups au début. On a mis 1 an à peu près à calibrer le modèle qui est Campus Fund aujourd'hui, hein, Mmh. modèle juridique notamment. Bien sûr, on a évolué un peu sur la thèse sur les 3 dernières années, mais ce premier modèle, donc, il était d'aller se faire réguler, d'aller lever 10 D'accord. millions d'euros, d'investir dans 200 boîtes et de globalement
être financé par des institutionnels, quoi. Et donc le Et premier, ouais, comment vous trouvez, les boîtes? Là, tu avais pour objectif, 200 boîtes à trouver. ouais. Comment tu trouves, les 200 boîtes? Ah bah, au début, on les avait pas. Mmh. Tu vois? C'est tout l'enjeu du truc, quoi, hein. On était personne, en fait. Non pas qu'on est quelqu'un aujourd'hui, mais néanmoins, aujourd'hui, on a prouvé qu'on était capable de le faire, quoi, cette thèse-là et d'exécuter ce qu'on ne savait pas il y a encore 3 ans. Et en fait, donc on se dit: «On va se lancer». On se lance, on discute avec la BPI, on discute avec le Crédit Agricole. On est pas mal aidé par un monsieur qui s'appelle Eric, qui est investisseur chez nous, qui nous aide vachement, qui a vraiment été notre mentor, dans les premiers jours. Et en fait, on se retrouve à lever finalement 600 000 €, pas 10 millions, en 2022 auprès d'actionnaires particuliers, pas d'institutionnels. Et en Mmh. fait, les premières galères, c'est quel est le business model de Campus Fund? Parce que, bah, il y a pas de business model tenable quand tu as un fonds de 600 000 €. Et 2, on s'est pris des coups, mais tellement de coups au début et on n'avait pas du tout, du tout, du tout, pensé le fait que jamais personne nous financerait en institutionnel. La BPI nous a dit que c'était pas possible. D'ailleurs, on s'est fait, littéralement rouler dessus, hein, par les gars de la BPI en nous disant que ça marcherait jamais, que personne financerait le fonds, que les étudiants voudraient pas accepter des tickets d'un fonds qu'ils connaissaient pas. Le Crédit Agricole a dit qu'ils reviendraient, ils sont jamais revenus. Bon, voilà, les galères classiques d'un fonds qui se lance ou du moins d'une Oui. entreprise qui se lance, hein, j'ai envie de te dire. Pour la BPI, Ouais, ils disent, de ce que j'ai compris, du coup, ce que tu ouais. viens de me dire, c'est, ils acceptent pas, Mmh, les étudiants, donc un peu ce que je suis, n'accepteraient pas les fonds d'un fonds qui n'est pas connu. Mais exactement. moi, je prends vraiment l'exemple autour de moi. Nous, en réalité, les étudiants, on connaît zéro fonds. Il y a Ouais, zéro fonds qu'on connaît. exact. Donc pourquoi ils ont un biais de se dire, qu'ils connaissent, que nous, les étudiants, on connaît beaucoup de fonds? Mmh. Pour toi, pourquoi ils ont dit ça? Écoute, je pense qu'il y avait pas mal d'évangélisation à faire et cette Mmh. évangélisation, elle s'est faite sur les, 3-4 dernières années, en fait, hein, là, aujourd'hui, les jeunes, qui montent des boîtes, c'est à la mode, hein. Tu regardes, Mmh Y mh. Combinator, je crois que 50 de leurs deals de ce batch-là, du Mmh. winter batch 2025, c'est littéralement des drop-out, donc des gens qui ont quitté l'école pour monter leur boîte. C'est des mecs de 20 ans, des filles de 20 ans qui, montent une boîte. Il y avait pas toutes les stats qu'on a aujourd'hui, tu vois? Il y avait pas, les, Content Square qui deviennent des licornes, des Payfit qui deviennent des licornes et tout ça, c'est des boîtes qui ont été montées sur les campus. Et donc en fait, il y avait probablement un manque de connaissance profonde du marché de la part des gens avec qui on a discuté. Et on s'est retrouvé dans cette situation où ils nous disaient: «Non seulement les étudiants vont pas, prendre votre ticket parce qu'ils vous connaissent pas, Mmh. eux, il y a pas de boîtes intéressantes qui sont montées sur les campus». Ça, c'était vraiment ce que eux nous disaient. Et donc ils Ouais. ne finançaient pas de ce qu'on appelle des first time funds, donc Mmh. des premiers fonds, des premiers millésimes de fonds, des premières équipes de management de fonds. Ils voulaient pas financer une thèse trop risquée comme les jeunes qui montaient des boîtes et ils nous ont littéralement dit qu'on faisait pitié, hein, en gros, Ah oui. que jamais personne prendrait un ticket de notre part, qu'on n'y arriverait pas, qu'il fallait mieux qu'on aille bosser dans un fonds. Voilà. Et donc, c'est simple, c'est le deuxième appel, je crois, qu'on fait pour Campus Fund. Le premier étant, l'université de Dauphine, l'incubateur de Dauphine, Mmh. qui nous dit qu'on a loupé le coche pour être incubé, tu vois? Donc tu vois, en gros, grosso grosso modo, les premiers appels avec Campus Fund n'étaient pas forcément heu, les plus, heu, les plus intéressants, on va dire, et ceux qui nous ont mis sur la voie. Mmh. Néanmoins, ça nous a donné pas mal de force. Je crois que c'est un truc qui nous a mis tu vois, un peu d'huile au moteur et qui nous a dit: «Mais en fait, il faut qu'on réussisse, ne serait-ce que pour montrer qu'ils ont tort, quoi». D'accord. Ouais, c'est cette envie de vengeance un peu, pas «vengeance» entre guillemets, mais cette hargne de se dire: «On va leur prouver», qui est souvent, pour beaucoup de personnes, en réalité, c'est un peu une pulsion de l'entrepreneuriat, cette pulsion un peu de dire: «Je vais leur prouver». Et donc ouais, là, tu nous as parlé de toutes, un peu les difficultés que tu as eues pour sortir. Moi, j'ai réussi à trouver quelques infos. Sur votre donc au moment où vous allez présenter votre premier batch de start-up, il y a Ouais, une des start-up qu'on ne va pas nommer, qui se retire et qui était la seule que vous aviez qui a été acceptée par les investisseurs dans le batch, qui se retire la veille de signer, le board et cetera. exactement.
Alors écoute, ça c'est une belle anecdote aussi. Merci Romain. En fait, alors pour te remettre les choses dans leur contexte, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va lever effectivement ces 10 millions d'euros. Bon, on Mmh. n'y arrive pas, tu l'auras compris. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il pour montrer en fait aux investisseurs qu'on est capable de faire toute la chaîne de valeur du financement, donc de Mmh. trouver une boîte, la financer, l'accompagner et la faire en sorte qu'elle lève un seed et qu'elle fasse ses premiers euros de chiffre d'affaires. On se dit, ça va nous permettre de montrer qu'on est capable d'exécuter toute la promesse de valeur qu'on vend aux investisseurs à qui on Mmh. pitch le. Ceci étant dit, on fait un deal avec les premiers investisseurs qui nous faisaient confiance en leur disant, on avait une dizaine de personnes qu'on avait trouvées, notamment grâce à LinkedIn, qui avaient décidé de nous dire, écoutez, on vous donne, on est prêt à commit dans le fond 10 000 euros. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est il faut qu'on prouve justement qu'on est capable d'exécuter. Et donc, pour commencer à déployer cet argent-là, on fait un deal avec cette dizaine de personnes-là en leur disant, bah, écoutez les amis, ce qu'on vous propose, c'est qu'on fasse une boîte que vous payez en direct. Donc, vous faites deal by deal, ça s'appelle. On ne fait pas de structure de fonds. Vous payez la boîte, vous achetez les actions de la boîte en direct. Donc, vous faites le deal en direct et nous, on apportera. Pardon, mon ordi s'est mis en veille. On apportera les actions de ces investisseurs-là dans le D'accord. fonds une fois que le fonds sera créé. Et en fait, ça nous permettra de justifier d'un track record, quoi. Et de dire aux prochains investisseurs, bah, écoutez, regardez, on a déjà fait un deal. Et donc, on trouve cette boîte-là, effectivement. C'est une boîte dans la cybersécurité, montée par 3 gars, hyper bien câblés. On a une très, très grosse conviction sur le dossier. Et on fait la due deal avec ces investisseurs-là. La due deal se passe super bien. On était à Station F, je me souviens. Est-ce que tu peux expliquer, la due deal, Ouais, pardon. rapidement? Ouais. Donc, nous, dans le fond, on fait ce qu'on appelle des due diligence, qui est grosso modo un audit en fait des sociétés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, une fois qu'on a une première conviction sur le dossier, et ben, en fait, on va juste simplement, pour des raisons de transparence et de certitude, en fait, on va pas avoir confiance a priori dans les fondateurs. On va leur dire, bah, écoutez, tout ce que vous nous avez dit, c'est super. Ça nous intéresse, on a une conviction. Mmh. Est-ce que vous êtes capable et en mesure de prouver ce que vous avez dit? Et on va lever un certain nombre de doutes qu'on avait sur le marché, sur l'équipe, sur la techno, etc. D'accord. Ça, c'est un process qui fait. Nous, on essaye de le faire de manière très rapide. On intervient tellement en phase d'amorçage. Mmh. Des boîtes sont tellement peu matures qu'il y a assez peu de doutes à lever, en fait. C'est de la Oui. conviction sur les fondateurs, hein, c'est tout. Et là, en l'occurrence, on se retrouve dans la situation où on fait la due deal, donc cet audit. Ça Mmh. dure voilà, peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, sur l'espace de 2 ou 3 appels et une réunion en présentiel à Station F dans leur bureau. Et en fait, on leur fait une term sheet. Donc une term sheet, c'est grosso modo une lettre d'intention. Mmh. On propose une valorisation, des conditions d'entrée avec un pack d'actionnaires, etc. Ils disent merci, OK, on vous fait un retour rapidement. 3 jours après, on reçoit un mail, clap de fin pour le nom de la boîte. Et nous, on se retrouve à avoir fait tout un process pour montrer qu'on était capable d'exécuter, Mmh. qui ne va pas au bout. Donc, grosso modo, en fait, quelqu'un aurait pu nous dire, mais en fait, vous avez montré que vous étiez incapable, en fait, en réalité. Incapable. Mmh. Et finalement, les investisseurs nous ont fait confiance parce qu'ils avaient eux aussi la conviction sur ce dossier-là. Mmh. Ils n'ont pas tenu rigueur. Et en parallèle de ça, on avait eu des intentions d'investissement qui faisaient qu'on arrivait à une certaine somme, cette somme, c'était 600 000 euros. Et on s'est dit, bon, bah écoute, on ne va pas faire de deal ad hoc, on va faire un deal, mais on va le faire cette fois-ci avec le fonds. Donc, on va appeler l'argent des investisseurs pour commencer à déployer, et là, sur la structure du fonds et pas en deal by deal. D'accord. Donc finalement, ce truc s'est transformé en opportunité, en fait, où on a rodé les process en amont. Mmh. C'est-à-dire qu'on a fait le comité d'investissement, on a fait la due deal, ce qui était notre première avec Romain. On n'avait jamais fait de due deal, on n'avait jamais fait de comité d'investissement. Ça a marché. Le deal n'a pas marché, mais on n'a pas décaissé l'argent. Et in fine, on a créé le fonds et on a fait nos premiers deals. Bah, super, donc c'est un peu bon, c'est un mal parce que ça vous aviez pu perdre un peu, tous vos investisseurs et perdre toute cette crédibilité, mais en final, ça se finit bien. Vous Ouais, pouvez du coup mettre sur votre fonds à vous et donc investir sur plusieurs, entreprises, ensuite plusieurs exactement. startups. C'est quoi le premier batch que vous avez fait, Ouais. Écoute,
on a fait, je rigole parce que ça me rappelle des bons souvenirs. On a fait 5 deals du coup, sur Mhm. ces premiers 600 000 euros. En fait, on a déployé 50% de ces 600 000 euros dans 5 boîtes, en mettant des tickets de 50, ouais, 250 000 euros en fait sur ces Mhm. 600 000 euros. Et en fait, ces boîtes ont tellement bien marché qu'on a décidé d'aller relever 1,5 million par la suite. Et donc, on n'a même D'accord. pas fini de déployer ces 600 000 euros, qu'on a déjà eu de l'attraction sur les premiers deals. Et du coup, ça nous a permis d'aller lever de l'argent derrière. Et justement, en fait, ce qu'attendaient les investisseurs du deuxième tour, c'était justement soit un petit peu de traction, soit de l'historique de gestion, montrer qu'on était capable de déployer de l'argent dans des boîtes qui marchaient, qu'on avait une communauté d'investisseurs, etc. Et donc, ce premier tour, il est de 600 000 euros auprès de 30 invests. Et on investit donc dans 5 deals. Le premier deal, c'est une boîte qui s'appelle Uniwave, qui développe des objets connectés pour les hôteliers pour réduire leur consommation d'eau. Mhm. C'est une boîte qui est montée par 3 ingénieurs de l'INSA Lyon, qui, qui marche super bien aujourd'hui, dont on est super fiers d'ailleurs. Et eux, ils nous vendent en fait la vision d'un objet connecté, voilà, qui va réduire la consommation d'eau, d'énergie avec un logiciel, mais qui n'était pas développé, ni l'objet connecté, hein. Donc nous, on investit sur la base de rien, si ce n'est 3 gars bien câblés qui ont une bonne idée Ouais. sur un marché en croissance et un marché en développement. Donc notre premier deal, on le fait en hardware. Tout le monde te dira que c'est un truc à ne jamais faire, quoi. Voilà. Ouais. Notre deuxième deal, c'est une boîte qui s'appelle Selvitis, qui fait un logiciel qui permet de créer et de diffuser des sondages pour les entreprises auprès d'une communauté de répondants que eux animent. Donc, en Mhm. gros, grosso modo, je suis Nespresso, je veux développer une nouvelle capsule de café en région Hauts-de-France. Bah, je vais aller voir Selvitis et je vais faire un questionnaire sur leur logiciel et je vais le diffuser auprès d'une communauté de panélistes qui est de plusieurs dizaines de milliers de répondants. Et ça, c'est Selvitis qui le fait. Et Selvitis, ils payent les répondants, en fait, au questionnaire. D'accord. Ils ont une appli qui gère ça et ils ont le logiciel qui permet de gérer les sondages. Et Selvitis, initialement, ce n'était pas un SaaS, ce n'était pas un logiciel, hein. C'était une agence qui faisait les sondages à la mano. Et donc, nous, on a financé leur pivot vers un logiciel SaaS avec du D'accord. récurrent, un modèle d'appli Mhm. pour justement ajouter de la techno et de la scalabilité au produit. Ça, c'est Bien notre sûr. deuxième. Mais du coup, moi, là, ça m'intéresse un peu. Donc, ils sont passés d'un mode agence. Ils avaient déjà une traction qui était prouvée. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient sur le projet? Une traction, je ne saurais pas dire si c'était une traction. En tout cas, ça faisait 1 an ou 2, je crois. En fait, D'accord. ils étaient, je crois, tous les deux dans la junior conseil, je crois, hein. De Mhm. mémoire, ça fait 3 ans, hein, donc il faudra leur redemander. Et en fait, ils ont spin-offé, entre guillemets, l'activité qu'ils faisaient dans la junior conseil, qui était assez rémunérateur, de faire justement des études marketing Mhm. à deux, donc Raphaël et Benjamin, en se disant, bah tiens, on va faire ça, mais en vraie boîte, quoi. Et ça va être notre activité à plein temps. Ils ont lancé ça en M1, en Master 1. Ils l'ont fait en parallèle de leurs études, et nous, on les détecte en Master 2. Et on les a financés en Master 2 justement vers ce pivot de modèle scalable, quoi. D'accord. Et Ça, c'est intéressant parce que le modèle agence, qui est 90% du temps, pas financé, par des fonds d'investissement parce que pas assez scalable, mmh, hem, réussir à faire ce pivot, il y en a très peu qui le font. ouais, S'ils ont réussi à le faire, bravo à eux parce que c'est sûrement une des choses les plus difficiles, passer d'un mode agence à un mode startup. c'est clair. Et ils avaient, donc ils étaient en école de commerce, donc il y avait pas vraiment un profil tech, derrière. Exact, c'est ça aussi le truc. C'est que notre deuxième deal, on le fait 2 gars d'école de commerce qui pivotent, qui spin-off un modèle d'agence en pivotant vers un modèle de récurrent techno, Mmh. qui n'avait pas la techno. Ils détenaient pas la techno, les gars. Ils ne savaient pas dev, hein. Vous avez des compétences assez basiques, on va dire. La différence et là où pourquoi on a fait le deal, c'est que c'était des gars qui avaient prouvé, qui avaient une capacité d'exécution phénoménale et d'ailleurs qu'on n'a pas revu, hein, depuis. Mmh. Et pour le coup, c'est probablement ça qui nous a, tu vois, convertis et qui nous a fait dire: «OK, il faut absolument faire le deal, en fait». Et donc on a eu un gros coup de cœur sur ça et on avait aussi en interne, nous, de nos actionnaires, donc sur ce premier round avec une trentaine d'actionnaires, des gens qui étaient capables de les accompagner assez fort sur ces sujets, quoi. OK. Un peu en mode, mentor, particulier, ouais, c'est intéressant. Exactement. Et donc ça, c'est le deuxième deal. Comment tu as réussi à trouver, excuse-moi, ces premiers batchs, c'était Ouais, par, parce que ça faisait donc là, c'était le premier batch, vous n'avez pas ouais, encore la réputation que vous avez actuellement, où les exact. personnes par LinkedIn maintenant viennent vous voir, je Ouais. suppose.
Comment vous avez réussi à les trouver? Écoute, je peux te faire un peu la vision micro et la Mmh. vision macro peut-être. Donc sur ces deux deals-là en l'occurrence, donc ce sera la vision micro. Tu as donc l'Uniwave qui est le deal en l'occurrence qu'on a nous-mêmes détecté sur LinkedIn. Donc on a fait de la chasse, D'accord. on a vu qu'ils se lançaient et en fait on a suivi un petit peu leur aventure et puis on les a contactés en disant: écoutez, on est en train de monter un fonds, est-ce que vous êtes prêts à nous faire confiance pour vous faire passer à notre comité d'investissement? Mmh. Et Selvitis, on avait monté tout un réseau d'étudiants sur les campus qui était un peu notre tête chercheuse en fait et qui nous permettait de trouver des dossiers dès qu'ils se lançaient. Et un ami aujourd'hui à nous qui s'appelle Simon Herbert, hein, je peux lui faire un petit shout-out comme on dit, euh, nous avait parlé justement de l'incubateur de l'IESEG. Lui, il était à l'IESEG. Il nous a mis en Mmh. relation avec l'incubateur de l'IESEG qui ensuite nous a mis en relation avec Selvitis. D'accord. Voilà. Donc ça vient de l'incubateur, IESEG? Exactement. OK. Et ensuite, la vision macro aujourd'hui qu'on a, donc avec un peu plus de recul sur le sujet de l'acquisition de dossiers, on a 3 grands canaux d'acquisition. On a un premier canal d'acquisition qui est, on fait toujours de la chasse, Mmh. toujours, beaucoup. On fait beaucoup, beaucoup de veille sur les réseaux, sur les sites internet des incubateurs, sur les sites des écoles, sur les sites des événements, tu vois, les Vivatech et autres, évidemment. Ça, c'est un truc que tous les VC font. Donc, tu n'as pas beaucoup Mmh. de hedge par rapport à la place à la place des VC, quoi. Mmh. Le deuxième, c'est qu'on fait le tour des campus. On fait ce qu'on appelle le campus tour. Donc, on se balade partout en région et on donne des conférences gratuites sur les campus où on va un peu prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat, donner des clés de lecture aux jeunes qui veulent monter des boîtes sur qu'est-ce que c'est que la levée de fonds, qu'est-ce que c'est qu'un VC, qu'est-ce que c'est que le pré-seed, qu'est-ce que c'est que le financement d'amorçage, comment je vais lever mes premiers fonds, comment je discute avec des investisseurs, bon, etc., etc. Et ça plaît pas mal en fait, parce qu'on apporte de la valeur aux jeunes qui veulent monter des boîtes, et en échange de quoi on les rencontre. Oui. Et donc ça marche bien. Tu vois. Et donc ça nous permet, c'est notre deuxième source d'acquisition de dossiers. Notre troisième source d'acquisition de dossiers, c'est en fait aujourd'hui, on est identifié, pour le coup, tu l'as dit, à la fois par l'écosystème de financeurs. Donc on a pas mal de business angels dans notre communauté. On a 67 actionnaires, nous, qui nous envoient des dossiers de temps en temps parce qu'ils les reçoivent via eux-mêmes, LinkedIn et autres. On a tous les fonds avec qui on est copains qui nous envoient des dossiers et on a de l'inbound. Donc, on a des gens qui nous identifient, qui nous envoient des dossiers en direct sur notre site ou sur LinkedIn. Mmh. Tout Parce ça, ça que fait, grosso modo, on voit entre 70 et 120 dossiers par mois, quoi. Voilà. d'accord, et vous faites un deal, par mois, en moyenne? Ouais. D'accord, ouais, donc c'est, 60 deals, ah ouais, ça fait 1/7, à peu près? Bah, si on voit, tu vois, on fait à peu près un petit peu moins d'un dossier par mois. On fait un dossier tous les 1,5 mois, quoi. Tu vois. Donc, ça fait, D'accord, grosso modo, on est sur un taux de sélection, effectivement, qui est autour des un peu moins d'1%. 0,7% peut-être. OK, et bah, là, je voulais un peu arriver sur le sujet, donc vraiment levée de fonds pour parler, aux jeunes, qui nous écoutent. Comment lever des fonds? Donc on a parlé un peu de précis, de fonds d'amorçage et cetera. Moi, j'aimerais qu'on passe sur, il y a quelque chose qu'on est obligé de faire quand on cherche des fonds, c'est la data room Mmh. avec tous les dossiers, donc le pitch deck, le business plan et cetera. Est-ce que tu pourrais donner des conseils? Ce qui est souvent, bah, moi, quand j'ai essayé de me le faire pour moi, assez complexe, ce pitch deck. Quels sont les conseils pour toi, qu'on est obligé de mettre en place pour faire un bon pitch deck? Ouais, c'est une super question. Je pense il y a 5 grandes parties qu'il faut surtout pas passer. Donc évidemment, c'est l'équipe. Soit tu la mets au début, soit tu la mets à la fin. Mmh mh. Et l'équipe, c'est probablement la slide la plus importante parce que, bah, en fait, avec qui je monte cette aventure, pourquoi je suis légitime pour le faire, la répartition du capital, pourquoi on a une bonne équipe, bon, et cetera, et cetera. La deuxième partie, c'est le marché. Le marché, c'est pas, surtout pas, si admettons que je monte un logiciel pour tu vas faire des sondages, je vais pas mettre dans la globalité l'industrie des sondages, combien elle pèse. Je m'en fous en fait de ça. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire une approche bottom-up plutôt et de montrer que je connais très, très, très bien mon marché. Donc, comment ça fonctionne? Je vais dire, en fait, ma solution, je la vends 1 000 euros. Je connais parfaitement les gens à qui je vais vendre ma solution
Et donc, s'il y en a 3000 en France, je vais faire 3000 fois 1000 euros par mois et ça me fait ma taille de marché, quoi. Et voilà mon marché adressable. Ça, c'est probablement le plus important sur cette scène marché. Ensuite, il y a en fait, évidemment, le contexte, identifier la solution, identifier la problématique et pourquoi je vais monter un projet qui va répondre à cette solution, quoi, à cette problématique, pardon. Pourquoi cette solution, elle a il y a un besoin sur le marché. Et ça, c'est tellement le truc important qui est de dire, en fait, tu vois, quand tu fais le lien, si je fais dans l'ordre et que tu fais équipe, contexte, solution, taille de marché, tu vois, si je fais dans cet ordre-là, il faut que ce soit un peu un truc qui soit très organisé et qui se parle entre eux, quoi. Et je veux que ce soit mécanique dans, en fait, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un besoin sur le marché. Et en plus, ce marché-là, on le connaît de l'intérieur, il fait cette taille-là et on sait que ses clients sont prêts à payer pour tant, quoi. D'accord. Et ensuite, donc ça, c'est un peu les 3 premières parties, on va dire. Et ensuite, tu as évidemment, les sujets de, tu vois, le business model, qu'est-ce que c'est ta tech? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La Mmh. roadmap, la feuille de route et la slide la plus importante et qu'on ne voit jamais, c'est comment je vais adresser mon marché. C'est la slide go to market, en fait. C'est bien d'avoir, potentiellement 1000 clients qui payent 1000 euros, mais comment je vais les adresser? Surtout si vous montez une si vous avez une boîte B2C, quoi. Tu vois, vraiment la nuance et c'est pour ça qu'il y a peu de fonds qui font du B2C, c'est que un, c'est très capitalistique et 2, ça demande des compétences en acquisition qui sont phénoménales, en fait. D'accord. On le voit très rarement et en fait, il faut être chirurgical sur cette partie de go to market, surtout si je fais une strat B2C, si j'ai une boîte B2C et de dire, en fait, je suis capable de choper des clients en faisant ça. Je mets 1 € dans la machine, je sais que ça va m'en ressortir 3. Parce que j'ai testé de l'Ads, parce que j'ai fait du SEO, parce que je fais du SIA, parce que j'ai un canal d'acquisition très identifié sur les CGP qui vont me ramener des gens, tu vois, etc., etc. Mmh. Et donc, la stratégie go-to-market est très importante. Et ensuite, évidemment, le call to action, c'est pourquoi je suis là, de quoi j'ai besoin, le cash, etc. OK. Le truc, moi, j'ai un peu un biais et je pense que d'autres personnes l'ont. Bah, quand tu fais un business plan où tu vas chercher tes tiers, bah, là, ce que tu parlais, c'était ton CAC, coût d'acquisition par client. Hem, Comment, quand tu as donc en fond d'amorçage, donc quand tu as aucune data avant, tu peux réussir à te projeter et des fois, moi, c'est un peu le biais que j'ai l'impression qu'on on vend du rêve et en réalité, il y a beaucoup de boîtes qui, heu, vendent, un futur chiffre d'affaires ou un futur CAC ou n'importe quoi, qui n'arrivera jamais parce que ils n'ont pas réussi à trouver réellement le terrain, ils n'ont pas itéré avant de se lancer. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut être, déjà, il faut vendre du rêve, hein, c'est tout l'idée Mmh. de la levée de fonds. Si tu es pas ambitieux, que tu fais un chiffre d'affaires de 300 000 € à horizon 5 ans, il y a peu de fonds qui vont être intéressés par ton sujet, quoi. Si tu es Mmh. sur un marché de 10 millions, il y a peu de fonds qui vont être intéressés par ton sujet. Donc, en gros, il faut vraiment montrer que tu es sur un gros marché, que tu es capable d'exécuter et que tu veux faire, 10 millions en horizon, 3 ans, quoi. Ça, c'est le premier point. Ça, tout le monde sait que tu les feras pas, hein, ou probablement pas, tu vois? Ouais. La différence, elle est juste que qu'est-ce que tu vas montrer de ta personnalité et de tes ambitions aux investisseurs. Et ensuite, sur le sujet de comment je peux montrer des premières métriques de traction quand j'ai rien, euh, en fait, ça coûte rien d'aller discuter avec son marché. Tu vois, ça coûte rien d'aller discuter avec. Tu montes une boîte pour les restaurateurs, d'aller discuter avec une dizaine de restaurateurs, de mettre leur retour et de dire bah voilà, on a déjà discuté avec le marché, on a une dizaine de restaurateurs qui sont intéressés par notre solution quand elle sortira. Tu vois, ça ne coûte rien du tout. Et tu montes une boîte B2C, admettons, ça ne te coûte rien de faire une landing page avec une waiting list et de faire même, tu mets 200 balles dans la machine ads et tu dis, bah, en fait, ça me coûte 1 € pour avoir un gars qui vient sur ma waiting list. Et mon CAC pour avoir quelqu'un, un lead qualifié, il est de 1 €. Tu vois, c'est pas, Mmh. pour le coup, c'est ce qu'on encourage vraiment les gens à faire, c'est d'itérer, de tester un max de canaux d'acquisition et d'être capable de dire, voilà ma sauce pour aller choper des clients, en fait. Et, et,
Et tu vois, même dans les deep tech, hein, nous, on a investi dans une boîte qui s'appelle Neamine, qui fait un four solaire pour produire du biochar. Tu vois, alors pour te dire, c'est vraiment un truc qui est niche et très deep tech. Euh, Ils ont des LOI. Nous, on est rentré jour 1. Ils n'avaient rien, tu vois, ils n'avaient même pas de POC, pas de MVP, rien. Ils savaient que leur techno marchait en théorie sur des logiciels de modélisation, tu vois, c'est tout. Et par les papiers de recherche qu'ils avaient produits. Mais techniquement, ils n'avaient rien. Mais la différence, c'est qu'ils n'avaient rien, mais la promesse de valeur, ils l'avaient validée auprès d'un certain nombre de personnes qui disaient, en fait, si vous êtes capable de faire ça, nous, on vous l'achètera, votre biochar ou votre techno. Et ça suffit à un investisseur précis pour prendre son risque, en fait, tu vois. Et lui, il va dire, OK, bon, est-ce que c'est un risque qui est mesuré ou pas? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque? Et après, c'est là où on reboucle sur les fondateurs. Tu vois, ils avaient sécurisé des LOI d'usines, d'industriels qui ont dit, en fait, ouais, nous, votre techno nous intéresse si vous arrivez à faire ce que vous m'avez promis que vous alliez faire, tu vois. Ok. Je ne sais J'aime pas si bien. ça répond à ta question. Si, j'aime bien la réponse. C'est quand même itérer parce que ce que nous, on met en avant de notre côté, c'est vraiment itère. Et quand tu as vraiment beaucoup de traction, et ben là, en fait, les investisseurs vont forcément venir vers toi pour vouloir accélérer encore plus. Et c'est plus aller chercher cette traction de va itérer et vraiment prouver ta traction. Les investisseurs vont venir vers toi et là, tu pourras faire un bon deal avec eux parce qu'ils vont être venus. En fait, tu vois, il y a aussi beaucoup de bon sens là-dedans, quoi. C'est-à-dire que si tu montes une boîte et que tu n'essayes même pas d'aller parler à ton marché et que tu veux d'abord parler à tes investisseurs et faire plaisir à des investisseurs, je suis pas sûr que ce soit tu vois, le bon schéma à faire, en fait. Oui. Il faut plutôt d'abord parler à son marché, voir s'il y a de l'intérêt, valider un besoin, parler, mais littéralement à tes futurs clients, en faire des leads, les mettre dans un tableau Excel et les tenir informés du développement de la solution. Et en fonction des retours que tu as de ton marché et des échos en fait, positifs ou négatifs, tu te lances ou tu ne te lances pas. Tu vas lever des fonds ou tu ne vas pas lever de fonds. C'est plutôt ça qu'il faut faire en fait. D'accord. Ok. J'aime bien. J'aime bien la réponse. On va passer au petit happening. Allons-y. Le premier round, c'est parti. Alors, donc tu dois peut-être reconnaître, première Ouais. startup à gauche, startup française fondée en 2015 par 3 jeunes fondateurs, Firmin, Ghislain et Florian. Leur premier levée d'amorçage est à 500 000 € en janvier 2016 avec Kima Ventures, The Family et Thibaut Elzière et qu'ils ont du coup valorisé l'entreprise à cette somme. L'équipe, du coup, a développé un logiciel et un langage propriétaire qui s'appelle le JetLang pour automatiser les fiches de paye et coder le droit du travail français, toute sa complexité. Voilà, donc celle-là, tu la connais un peu. Ouais. Donc, la deuxième startup, je ne sais pas si tu arrives à voir aussi. Donc, c'est des frères irlandais. Patrick et John, ils ont créé, je te dirai pas le nom de l'entreprise, en 2010 avec une vision révolutionnaire. Là, ça va sûrement t'aiguiller. Simplifier les paiements en ligne pour les entreprises B2B et les entreprises aussi B2C. Leur première levée est à 2 millions en 2011 auprès de Peter Thiel, Elon Musk et Scotia Capital. Donc, ils ont quitté le MIT pour un et Harvard pour l'autre. Ils ont respectivement 19 et 21 ans et ils se mettent à 100% de leur startup dans laquelle tu investis. D'un point de vue ROI, il faut aller sur Stripe en fait. Hein. Ah, c'est bon, tu l'as retrouvé. Ouais, Oui. d'un point de vue ROI, il faut aller sur Stripe, mais d'un point de vue Cocorico et thèse française, etc., il faut aller sur Payfit, quoi. Mais non, mais je te dis, je te dis Stripe quand même. Hein. Eh ben Quelle oui. boîte. Quelle boîte. Et Payfit aussi, quelle boîte. Hein, C'est incroyable, mais là, c'est très très dur à choisir. Oui, j'ai commencé difficile. Je voulais commencer, c'est sûr. Donc oui, le retour investissement, bon, j'ai fait un calcul très, très simple, hein, mais tu aurais eu un plus gros retour sur investissement avec Stripe qu'avec Payfit, bien Ouais. sûr. Deuxième round.
Et donc là, ça va être un peu plus complexe. Là, je suis allé chercher, un peu plus je sais pas si là, il y a des têtes qui te disent quelque chose déjà? Non. Alors, première startup à gauche, VO. Je vais pouvoir te donner parce que, bon, ça va être, assez plus complexe à choisir. Donc créé par Itamar Zour, VO s'est positionné, comme le service last mile dans le delivery, avec une approche centrée sur la transparence. Ils ont un côté très impact, qui se fait, vraiment savoir. Ils ont fait plusieurs levées. C'est un CIO expérimenté là, dans la logistique. Il a travaillé plusieurs années donc en logistique et il a travaillé aussi en intelligence artificielle prédictive avec spécialisé dans l'optimisation des routes. Voilà. Je peux te donner je vais essayer de te la valorisation à ce moment-là, c'était 125 millions de dollars. Donc c'était déjà une grosse. Zepto à droite. Zepto, c'est par Adi et Cavalia, 2 amis d'enfance, de 19 ans qui ont quitté Stanford pour créer Zepto. Ils ont déjà, pivoté 2 fois. Avant, la startup s'appelait Kirana Cart et leur première valorisation significative est d'environ 100 millions de dollars. Les entrepreneurs sont donc très jeunes. Ils ont à 17 ans ils ont été à Y Combinator, donc le plus grand incubateur du monde. Et ils sont aussi dans la livraison ultra rapide en 10 minutes actuellement, c'est dans toute l'Asie, mais à ce moment-là, c'était en Inde. Et donc avec des algorithmes pour l'hyperlocal. Et donc là, c'est 2 startups sur l'idée de la livraison, une petite bataille pour quelle startup serait intéressant. Qu'est-ce que tu choisis? Extrêmement compliqué. Bah, aujourd'hui, je choisirais les 2 gars de droite pour la D'accord. simple et bonne raison que c'est notre thèse, en fait. Une équipe de jeunes, ambitieuses, tu vois? Mmh. Donc non, non, clairement à droite. Eh ben, tu as bien choisi, parce que si tu avais choisi VO, la valorisation de VO est redescendue, donc à l'instant T, VO n'est plus une licorne et par contre Zepto, elle, est encore une licorne et qui a maintenant un gros marché en Asie, et donc tu aurais eu un gros retour sur investissement. Ah bah, tu vois? La prochaine et là aussi tu vas reconnaître quelque chose, Ouais, hop là, et oui, OK, heu, bah oui, je pense qu'à droite tu reconnais. bien sûr. Et voilà, donc à gauche, Somic par Romain et Stacy, un couple ukrainien, qui s'est, rencontré, pendant leur jeunesse. Ils ont fondé en 2020 Awasonic avec une passion commune, pour vraiment la création, et les méthodes créatives non conventionnelles. C'est assez précis. Ils ont lancé tous les 2. Ils sont des repeat entrepreneurs, ils ont lancé tous les 2 3 entreprises avant ça. Heu et donc ce couple, a développé cette idée-là dans des hackathons, quand ils faisaient tous les 2 leur, doctorat, Trop bien. spécialisé en entrepreneuriat. Et actuellement, ils ont fait, j'ai pas trop eu d'infos, sur, l'entreprise, c'était assez compliqué de la trouver. Mais en gros, ils ont fait une première valorisation en seed, de 800 000 dollars environ. Ah non, 1 valorisation si, 800 000 dollars et ensuite 10 millions de dollars pour une deuxième levée et maintenant ils sont à la licorne. Et à droite, Aircall, donc super connu, start-up française, une de nos grandes licornes, par Jonathan et Pierre-Baptiste, donc Jonathan Angelov et Pierre-Baptiste Béchu. Ils ont fondé Aircall, donc en 2014 avec la vision de transformer les systèmes téléphoniques d'entreprise et ils ont fait une première levée en, 2015, puis une deuxième levée en 2016, heu si je dis pas de bêtises, Aircall, ça vient aussi de Exa, on est d'accord? Ouais, exactement, eFounders à l'époque, ouais. Ouais, eFounders, avant, donc il y a un startup studio. Voilà, donc Aircall, laquelle te Aircall, bien sûr. direct. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais, moi, c'est une de mes startups, préférées, Aircall, et même, bah, Exa, avec l'inspiration du startup studio, c'est incroyable. ouais. Non, vraiment, c'est une boîte de dingue, ouais.
Voilà et je pense que c'est une de notre, avec Payfit aussi, c'est une de nos grosses, startups que tout le monde, dans l'univers startup respecte. Bah, déjà quand tu es une licorne, tu peux qu'être Mmh. respecté, mais c'est vraiment, quand je le sens, quand quand on va à des salons et cetera et ben, ça parle forcément à un moment ou à un autre, soit de Payfit, soit de Aircall. Mais je C'est, crois qu'en plus, ils ont passé la barre des, on appelle ça un centaure ou quelque chose comme ça. Ils ont passé la barre des 100 millions d'ARR ou un truc comme ça, non? je crois que c'est ça dernièrement, 100 millions ils ou 1 milliard ont d'ARR, je sais plus, mais 1 milliard, ça me semble beaucoup peut-être, mais ouais, 1 100 millions milliard. d'ARR, je crois. Ouais, bah, faudra vérifier, je trouverai l'info et je mettrai un petit caption. Dernier round, entre 2, Inside Tech et Every Else. Ce sont 2 boîtes, dans la medtech, la technologie pour la médecine. Donc, ça, c'est pour expliquer à tout le monde. Inside Tech à gauche, donc j'ai eu que la photo, de, Oded Tamir, mais il est avec un associé, Kobe Wortman, qui sont 2 médecins, chirurgiens, c'est 2 chirurgiens plutôt, pionniers dans les technologies médicales et ils ont créé un IRM, spécialisé pour la maladie de Parkinson et qui puisse le faire sans incision, donc c'est très, très précis. Ils ont développé le produit en 2016 et la première valorisation était entre, 10 à 20, entre 10 et 20 millions. J'ai pas réussi à trouver le chiffre exact. Actuellement, ce sont une licorne et c'est, une référence mondiale, son produit hardware, pardon. C'est une référence dans tout le milieu médical. À droite, Every Health, qui est une start-up, allemande, fondée, il y a très peu de temps, très peu de temps, en 2020, et qui en gros soutient la cause des LGBTQ+, et en gros, c'est pour les aider dans la discrimination médicale avec la création de la première clinique digitale pour la communauté, avec, des produits par abonnement et cetera. C'est toute une marketplace, un peu le Doctolib en Allemagne spécialisé, pour la communauté LGBTQ+, et l'équipe, fondatrice est vraiment dans, le contexte parce qu'ils ont vécu, eux, ces discriminations, pendant leur jeunesse et leur adolescence. La valorisation de cette boîte en première levée était entre 5 à 15 millions de dollars. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Ah, écoute, c'est dur, celle-ci est dure. D'un côté, tu as un marché hyper niche, j'ai l'impression hardware en plus, avec des cycles Ouais, de développement très, très longs. Et d'un autre côté, tu as un marché un peu plus vaste, celui des LGBT, avec, de ce que je comprends, un truc un peu plus facile à mettre sur le marché, quoi. Tu disais, c'est une marketplace, hein, c'est ça? c'est, ouais, une sorte de marketplace. J'ai essayé de trouver le plus, possible d'informations, mais en gros, c'est une idée d'abonnement, pour un service. Et il y a à l'intérieur, il y a plusieurs services. Je sais qu'il y a aussi une idée de chatbot directement, IA, pour Ok. t'aider, quand tu te sens mal et cetera. Donc il y a plusieurs, choses et aussi un programme de prévention, réduisant les infections. En gros, par ton abonnement, tu vas passer des tests, pour les infections STI, Hmm, et ok. ça réduit du coup le possible, infection de 90. Ok. Ouais, IST, c'est ça en français. Ouais, ouais, je l'ai, IST, ouais. Ok, non, bah écoute, je choisis ça, Every Else, pour deux raisons. Bah, c'est celle que j'évoquais. Et puis le Mmh. gars est plus jeune, tu vois. Oui, Non, mais non, mais plus sincèrement, c'est quand même, tu vois, on en voit beaucoup nous passer des health tech en ce moment. mmh, On a vu beaucoup passer de hardware médical et à chaque fois, la mise sur le marché, elle est à N+5, N+6. Il faut que tu aies ton marquage CE, il faut que tu sois pris dans un hôpital, etc. Faut que c'est t'aies- ça. Et c'est super, super, super compliqué. Bon, maintenant, tu m'as un peu biaisé parce que tu m'as dit que la première boîte, elle était licorne aujourd'hui. Donc, dis-moi que j'ai fait le bon choix. Alors, pour l'investissement, non, tu n'as pas fait le bon choix, mais bon, la Every Health est toute, jeune pour l'instant, hein, ils ont lancé leur produit, final en 2024. Ouais. Voilà, c'est une boîte très, très jeune, mais elle est bientôt, je crois, hem, au mince, aux licornes.
Ok. Donc, elle y sera bientôt, mais c'est une belle start-up aussi. Mais bien sûr, bon, pour le retour investissement, Inside Tech, oui, aurait été plus intéressant. L'avenir nous le Heu, dira. Attends, l'avenir oui, nous. l'avenir le dira, mais Ouais, à l'instant T, même ouais. s'il y a eu une chute un peu de Inside Tech, Ok. ouais, donc voilà. Voilà tout pour ces 4 rounds. Est-ce que ça Bien. t'a plu? Ouais, carrément. Hop, je vais, masquer ça. Super. Donc on va pouvoir, reprendre pour finir aussi un peu ce podcast. Ouais, Moi, j'aimerais que tu, nous parles un peu plus de, l'idée de nous, étudiants, on souhaite entreprendre. ouais. Par quelles étapes on doit passer? Quel caractère on doit développer? Quelles compétences on doit développer? Je te laisse libre à peu près avec tout, Ouais. et je te poserai des questions et ensuite on finira par ton ta conclusion finale. OK? Hem, Écoute, peut-être pour commencer sur ce sujet, nous, pourquoi on pense que les étudiants sont, probablement les bons entrepreneurs de demain? Bah, il y a évidemment plein de raisons, mais les principales pour nous, c'est un, tu es souvent bien entouré en fait, hein, mine de rien quand tu es étudiant, parce que c'est un moyen de trouver tes associés, parce que tu as Mmh. été entouré de potentiels cofondateurs, de jeunes qui ont la même vision que toi et donc quand tu as la même vision que quelqu'un, structurellement, tu es aligné et tu veux aller au même endroit, tu vas regarder dans la même direction et tu feras tout pour y arriver, quoi. Hem, le deuxième point, c'est tu tu peux bénéficier d'infrastructures dont des gens qui sont pas jeunes ou étudiants ne peuvent pas bénéficier. Mmh. Notamment, tu vois, par exemple, tu montes une boîte hardware et ben tu peux avoir accès à un labo de recherche. Tu peux avoir accès à tout un tas de papiers universitaires gratuitement. Tu peux avoir accès à des chercheurs, tes professeurs qui peuvent t'aider. Et tout ça, c'est hyper, hyper pertinent quand tu te lances et tu en as besoin, en fait. Puis le troisième point, et c'est ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, et il y aura un quatrième point. Le troisième point, c'est qu'en fait, tu es la personne la plus au courant des problématiques de la société et des problématiques qui vont faire que le monde de demain, il va pas tourner, en fait. Mmh. Tu n'as pas le choix d'être optimiste et tu as pas le choix de te plonger dans les technos d'aujourd'hui parce que c'est ta réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous tes copains les utilisent. Tu vois, nous, on a fait peut-être une 5 ou 6 deals IA, IA très pointu, machine learning, etc., IA Mmh. générative, avant même qu'on commence à parler de ChatGPT, quoi, tu vois. Parce que les étudiants sont en avance de phase, ils sont au courant des trucs. C'est les premiers sur Internet à te dénicher les trucs qui marchent et qui marchent pas, tu vois. Mmh. Et ensuite, le quatrième point, c'est que tu n'as rien à perdre, en fait. Tu as littéralement rien à perdre. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de compagne, compagnon, t'as pas, enfin, tu as strictement rien à perdre, en fait. Tu n'as pas d'argent, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux perdre? L'échec est de plus en plus accepté. Tu vois, Mmh. aujourd'hui, ça te forge. Tout le monde sait que quelqu'un qui monte une boîte et qui réussit pas, bon, bah, il a essayé. Tu vois, Mmh. là où il y a quelques années, c'était encore assez stigmatisé. Je dis pas que c'est parfait en France, hein, on n'est pas aux US non plus, mais disons que tu peux en tirer des choses intéressantes. Et ensuite, donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce que je dois faire si j'ai une idée de boîte aujourd'hui pour faire en sorte que ça se passe bien. Je crois que on est assez pro, nous, team, équipe, tu vois. Donc, je crois que s'associer, c'est probablement le principal. S'associer avec les bonnes personnes, hein, pas s'associer Mmh. pour s'associer, c'est s'associer avec les bonnes personnes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est discuter rapidement avec son marché avant de lancer quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire que tu fais tu dessines quelque chose rapidement sur un PowerPoint ou tu vois, tu mets tes idées sur un Word, tu essayes de structurer ça et t'en fais un pitch commercial et tu vas discuter avec ton marché. Et aujourd'hui, il y a pas besoin d'être dev en fait. Tu n'as plus besoin d'être dev très pointu pour se lancer. Tu auras toujours besoin de compétences techniques, évidemment, si tu veux aller, tu vois, un peu deep dans le sujet, mais pour créer un produit de 1 à 5, pas de 1 à 10, hein, mais qui Mmh. permet d'aller choper des premiers clients, de faire des démos produits auprès de leads qualifiés et autres, en fait, tu peux le faire en 2 heures, quoi, littéralement. Tu peux le faire en 2 heures. Mmh. Et donc, Bah, il faut une connaissance assez fine, idéalement, de ton marché
Et donc ça passe par discuter avec des prospects. Et ça, c'est la compétence numéro 1 qui est sous-estimée, c'est le sales en fait. Mm. Tu vois, en France, on privilégie vachement les compétences techniques, techno, là où aux US, ils privilégient vachement les compétences sales en fait. Euh, et en fait, on voit, nous, dans notre portefeuille, les boîtes qui marchent, c'est ce qu'on appelle des boîtes qui sont sales-led et pas product-led, même si c'est la mode de faire du product-led. Donc, product-led, c'est ta boîte, elle est dirigée par le produit, c'est le produit qui va se vendre tout seul. Et sales-led, c'est des sales qui vont vendre ton produit, quoi. Et en fait, vraiment, ça change tout. Il faut mettre du rythme dans le commercial, il faut exécuter vachement ça. Et nous, typiquement, c'est vraiment le truc qui s'apprend en plus, hein. Ça s'apprend vraiment, ça s'apprend. Sortir son téléphone et passer des appels à froid, mais il faut le faire en fait. Et les meilleures boîtes de notre portefeuille qui marchent, c'est des boîtes qui font ça. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Tu allais dire quelque chose? Ouais, en fait, ça rejoint un peu exactement ce que tu es en train de dire. En gros, il y a une AI Carousel qui est sortie ça doit être il y a 1 an environ. Ouais. Le produit, il a été développé en même pas un week-end et ils ont fait, je crois que je sais plus, c'est 150 000 € de chiffre d'affaires en Ouais. l'espace d'1 mois. Non, 1 mois, c'est peut-être un peu plus court, mais ils ont fait un chiffre d'affaires. Ils ont eu une croissance directe. Déjà, la personne, juste, elle a fait un post LinkedIn disant: «Je lance AI Carousel, venez en bêta test». Il y avait 50 personnes qui étaient déjà inscrites, qui avaient déjà presque prépayé pour l'avoir à vie, parce qu'elle avait Ouais. fait une offre comme ça. Et donc, elle avait vendu avant de créer le produit. Et quand elle a créé le produit, je l'ai testé au tout début. C'était pas le meilleur des produits, hein, on va se le dire. Mais par contre, juste le fait d'avoir une feedback loop, donc tester, faire que tes clients te fassent directement un retour pour ce qu'ils ont réellement besoin, ça permet que ton produit, il va arriver à maturation le plus rapidement possible. Bien Et sûr. ça, on l'a vu avec AI Carousel, qui est maintenant, qu'en gros, ils font des carousels pour LinkedIn avec l'IA. Donc tu mets ton post et hop, ça te fait le carrousel. Et ils ont sorti ça ultra rapidement. Je crois même que c'était même pas des devs de base, c'était des mecs plus marketeux, et que du coup, ils ont réussi à lancer un super produit tech ultra rapidement. Mais tu vois, et ça, c'était il y a 1 an. En 1 an, il s'en est passé Ouais, des 6 mois, choses, 1 an, je pense. tu vois, il s'en est passé des choses. Maintenant, il y a des boîtes sur Lovable Mmh. qui font en un week-end, qui développent en un week-end un SaaS, quoi, littéralement, Mmh. et qui lèvent des fonds après et des millions, tu vois. Le CTO est moins indispensable qu'il l'était il y a 2 ans. Ouais. En tout cas, dans les premiers jours, hein, j'entends. Oui. Ça veut pas dire qu'il faut pas structurer une équipe dev, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment cette conviction-là, tu vois. Nous, avec Romain, on a développé un back-office pour gérer les ressources et reporting, le deal flow, etc., qu'on partage à nos invests en un week-end avec Lovable. On n'est D'accord. pas un G, hein. Mmh. On n'est pas un G. Et c'est clairement un truc qu'on pourrait commercialiser, tu vois. Mais on le fait pas. Mmh. Lovable, moi, je l'ai beaucoup testé, et en fait, genre, comme moi, j'ai appris le code Ouais. pur, et Mais Lovable, c'est incroyable. Mais par contre, comme j'ai un peu cette double vision, je vois ouais. l'avantage que ça donne et c'est Mmh. incroyable ce que ça donne. Non, mais tu vois, là, toi, parce que tu as cette vision code. Mais franchement, tu fais un mix Supabase, Lovable, Cursor, mais je te jure qu'en un week-end, toi qui connais un peu le code, mais tu développes un SaaS, mais fonctionnel, quoi. Ah oui. Mais fonctionnel. Mmh. Et t'as pas tapé une ligne de code. C'est ce qu'on a fait, là, nous, on a une soirée de lancement, pour notre business club, le 2 juillet. Ouais. Et moi, je voulais coder un petit jeu. C'est plutôt c'est arrivé, j'étais en nuit blanche et j'ai voulu coder un petit jeu, comme ça, pour aller faire un ice break pendant l'événement et je l'ai codé, ouais, une nuit Ouais. je l'ai même pas vraiment codé, c'était de la full, no code donc j'ai automatisé plein de choses et hop, ça s'est fait, au revoir et on avait un ice break en une seule nuit. Mais tu vois, la barrière à l'entrée, qui était le profil techno quand tu montes une boîte jour 1,
aujourd'hui, elle est levée, cette barrière, en fait. Ouais. Donc, quelque part, tu vois, la différence pour moi, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le go-to-market, la différence entre un fondateur qui a toutes ces cartes-là et un autre enfin, qui est dev, en fait, tu vois, qui est techno, Mhm. elle est simplement dans le go-to-market. Donc, en fait, tout le monde a les mêmes possibilités, tu vois, aujourd'hui, pour lancer une boîte. Tout le monde a les mêmes outils. C'est très facile, ça coûte pas cher. La seule différence, c'est comment tu vas attaquer ton marché, en fait. Et Et est-ce que du c'est coup, l'exécution. C'est juste ça. Tu vois, il n'y a pas de. C'est le commercial, c'est le mm, go-to-market, c'est l'exécution. est-ce que du coup les fonds d'investissement en ce moment, Hmm. ou est-ce que tu as remarqué un peu un pivot ou un changement qu'ils investissent? Parce que de base, les fonds d'investissement investissent beaucoup plus dans des projets portés par des ingénieurs, ceux qui sortent d'écoles d'ingé, Ouais. etc. Est-ce que c'est en train de changer, les écoles de commerce, etc. sont Ouais, plus on voit représentées ou pas? du coup l'appétence des fonds vers les projets tech euh, a changé légèrement. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, du moins ce qu'on voit depuis quelques mois, années maintenant, c'est que les fonds se dirigent tous vers plutôt de la deep tech. Deep tech D'accord. avec, tu vois, de la vraie recherche fondamentale derrière les produits, avec une vraie barrière à l'entrée. Là où, en fait, tu as tout un tas de boîtes qui se lancent et qui se verticalisent sur des sujets d'IA génératif. Tu vas avoir l'IA pour le réglementaire, tu vas avoir l'IA pour tu vois, le réglementaire dans les labos, Mmh. tu vas avoir l'IA pour générer des actifs digitaux pour les game designers, etc., etc. Et ça, c'est un truc où les fonds ont un petit peu moins d'appétence maintenant parce que tu vois que c'est le monde de demain va être ça. Et en fait, les barrières à l'entrée pour créer ces produits-là sont assez légères, faibles en tout cas. Là où, par exemple, tu fais un four solaire pour produire du biochar, tu vois, notre boîte Néamine de tout à l'heure, je pense que tu comprends la barrière à l'entrée Ouais, versus faire un prompt et fine-tuner un modèle de GPT-4, quoi, tu vois. ouais. Voilà. Donc ouais, c'est devenu, alors moi, je vois aussi ça un peu, bah, sur LinkedIn et cetera. Il y a beaucoup de plus de personnes, qui sont, dans la deep tech, alors qu'avant, c'était quelque chose de très, très niche. Clairement. Quand à l'époque, par exemple, on va parler de The Family, à cette époque-là, heu, la deep tech, personne ils en parlaient, mais très, très peu. C'est clair. Donc c'est ça qui, je trouve, qui change, et parce qu'en plus, bah, les projets qu'avant étaient, accompagnés par, bah, The Family, ce genre de trucs, qui étaient donc des projets pas deep tech, mais des projets tech, des Mm. SaaS, des apps et cetera. Bah, en fait, ils ont plus besoin de fonds parce que, avec, on va dire même pas 500 balles, tu peux lancer un super truc, le commercialiser et déjà avoir un retour Bien sûr. d'investissement sur toi. Donc en fait, bah, c'est juste, alors tu vas chercher des fonds pour accélérer, mais tu as des exemples comme, bah, l'Emlist de Guillaume Moubèche. Il a lancé, je crois que c'est avec, 100 balles ou un truc comme ça, Ouais. l'Emlist, et maintenant c'est un truc de malade. Ouais, effectivement. Bon, après, je suis très admiratif de Guillaume Moubèche, hein, Mmh. bien sûr, et de l'Emlist. Et c'est un modèle de boîte qui le permet, tu vois. C'est Euh, sûr. Tu vois, une fois de plus, hein, tu as 25 ans, tu montes un four solaire pour produire du biochar, tu fais pas grand-chose avec 100 balles, quoi, tu vois. Oui, c'est Et ça. donc, c'est pas asset light, hein, par définition. Donc, c'est très capex, ça demande beaucoup de capitaux. Et donc, bah, pour le coup, tu es assez tributaire de levée de fonds et de capitaux externes, que ce soit de la dette ou que ce soit du dilutif comme des fonds, quoi. Et Ouais. donc, bien sûr, les fonds, tu vois, euh, les fonds ont compris que les cycles de R&D étaient longs, Mmh. lents, que la mise sur le marché de produits deep tech était complexe, mais à côté de ça, on voit apparaître aussi de plus en plus de secondaires. Donc, en fait, sur des tours de table de 20, 30, 40 millions, tu as les fonds du premier tour qui peuvent sortir une partie du cash ou la totalité du cash qu'ils ont mis en tour court, en précide. Et donc, les fonds commencent à accepter, quoi, tu vois, qu'il y a que ce cycle se met en place, que ça va réussir, en fait, que toi, tu vas financer jour 1 des projets deep tech qui sont très, très risqués, mais que tu sortiras pas quand la boîte va mettre son produit sur le marché et qu'elle fera 1000 euros de chiffre d'affaires. Non, tu sortiras quand elle va lever 10-15 millions d'euros euh, en secondaire. Donc, tu vois, D'accord.
C'est aussi, tu vois, les fonds précis sont capables d'accepter de faire du coup des cycles longs de R&D parce qu'il y a toute cette mise en place d'un marché secondaire qui permet de faire du cycle long. Du coup, moi, j'ai un peu une question, c'est, heu, moi, j'ai un petit préjugé sur les levées de fonds, Ouais, heu et j'aimerais bien que tu me le démystifies en m'expliquant un peu tous les processus de levée de fonds, comprendre un peu les termes. Parce que, moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est en gros, on me donne de l'argent et on m'oblige après de relever des fonds, si je caricature, pour ouais. pouvoir qu'ils me sortent, l'argent, alors que peut-être j'ai pas besoin. Moi qui quelque chose de très terre à terre, un peu commercial, c'est pour ça que j'ai un peu de préjugés. Est-ce que tu peux m'expliquer tout, pas en détail parce que ça prendrait des heures, mais vraiment synthétiquement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ouais. Bon, déjà, c'est pas une finalité en soi de lever de l'argent, Mmh, hein. Il y a des boîtes qui en ont besoin, il y a des boîtes qui en ont pas besoin. Tu vois, on prenait l'exemple de Lemlist tout à l'heure, hein. mmh, Bien sûr que Lemlist aurait pu lever de l'argent pour aller, faire de la croissance, tu vois? Néanmoins, d'un point de vue techno et financement, des premiers jours, il y avait pas nécessairement besoin d'argent. Hem, il y a d'ailleurs un modèle où je pense qui est probablement le plus vertueux, c'est si je peux pas lever d'argent ou si je n'ai pas besoin de lever d'argent, je vais pas en lever en fait, quoi, tu vois? mmh, C'est mieux. Pour la simple et bonne raison que je suis maître à bord à 100, que je dilue pas mon capital, donc je ne donne pas d'actions à des investisseurs extérieurs et que j'ai pas de pression justement à revendre la boîte ou offrir de la liquidité aux investisseurs. Et donc justement sur ce point de liquidité, que tu mentionnes là, l'investisseur, il faut savoir en fait comment il sort, comment il va gagner de l'argent en fait et pourquoi il va venir chez toi. Donc, comment ils sortent les investisseurs de manière générale? Tu as 3 grandes, sorties identifiées, hein. Tu as la première, c'est la sortie industrielle, donc je me fais racheter ma mmh, boîte par un concurrent, un corpo, quelqu'un qui veut racheter ta boîte parce qu'il y a des synergies. Ça va être, l'IPO. L'IPO, c'est donc, l'OPA, hein, donc mmh, l'introduction en bourse, bourse publique d'achat. Donc là, je vais lister mes actions sur un marché public et les gens pourront trader les actions. La différence avec ça, c'est qu'il y a littéralement 0 boîte en France qui ont fait ça dans les dernières années. Remarque, il y a OVH, mais bon, passons. Et il y a, ça implique que la boîte, soit quand même, super forte, quoi et mmh, rentable pour se lister en Europe. Aux US, tu peux te lister si tu pas rentable, je crois. Mais putain, un troisième chemin, qui est le chemin où en fait, moi, en tant que fondateur, je vais racheter les parts de mes actionnaires avec différents mécanismes, de la dette, donc je fais un LBO, je vais mmh, m'endetter avec la boîte pour racheter les actions des investisseurs à une valorisation qui est donnée, ou moi, à titre perso, bah, j'ai un peu d'argent qui rentre, je vais racheter doucement mais sûrement les actions de mes investisseurs. Et puis tu as le quatrième chemin qui est le secondaire, qui je disais ça tout à l'heure, où là, bah, c'est dans le cadre de levées de fonds successives. En fait, je vais lever 1 million d'euros jour 1 et 10 millions jour 2. Et bah, les 10 millions, dans ces 10 millions, il y aura une poche de 3 ou 4 millions pour racheter les 1 million des investisseurs du tour 1. Voilà. mmh. Et donc, il faut avoir en tête qu'en fait, tes investisseurs, ils vont rentrer, ils vont vouloir avoir une option de liquidité à un moment ou un autre. Un fonds, ça a une durée de vie. Un fonds, ça a une durée de vie généralement d'une dizaine d'années. Et donc, il rentre dans l'année 2 de sa création. Il voudra, année 8 de la vie de ta boîte ou année 9 de la vie de ta boîte, sortir. Il faut que tu sois en mesure de lui offrir des perspectives de liquidité par justement les moyens que je mentionnais juste avant. Donc ça, tu vois, il faut garder en tête que si tu rentres dans un process de levée de fonds, c'est que tôt ou tard, tu vas soit devoir vendre ta boîte, soit tu vas devoir faire sortir tes investisseurs. Faire sortir tes investisseurs, ça peut être embêtant pour toi si ta boîte, elle marche pas, tu vois? Mmh. Si ta boîte, elle marche pas, que tu peux pas t'endetter dessus, que tu as pas eu que tu pas gagné un peu d'argent dessus, comment tu vas offrir une liquidité à tes investisseurs? Sachant que si ta boîte, elle marche pas, tu iras pas la vendre ou tu iras pas, lever des fonds pour que quelqu'un rachète les parts de tes primos investisseurs, quoi. Mmh. Et bah, là, j'ai une question qui me vient du coup. Et si ma boîte, il y a le cap des 3 ans, hein, très connu, Mmh. heu, qui est, heu, qui est très difficile à passer. Hem, Si ma boîte, malheureusement, fait faillite, Mmh qu'est-ce mh. qui se passe avec mes investisseurs? C'est en fonction de ce qu'on a deal avant? Est-ce que je dois les rembourser? C'est un peu, Ouais, je pense des préjugés que les personnes ont, bien qui leur sûr. font peur. Est-ce que tu peux en parler? Ouais. Hem,
Non, tu rembourses pas tes investisseurs. Sauf si tu as signé des clauses vraiment, vraiment, vraiment bizarres, mais j'ai jamais vu ce cas-là. En fait, il faut aussi partir du principe que l'investisseur, s'il investit chez toi, il est prêt à prendre son risque, en fait. Mm. Il est prêt à prendre son risque, donc il est prêt à prendre une paume, en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Et il sait pertinemment que tu as 8 startups sur 10 qui ne fonctionnent pas. Et donc, lui, dans son portefeuille d'une dizaine d'investissements, tu fais partie très probablement des boîtes qui ne vont pas marcher. Et il le sait. Et donc, c'est aussi simple que ça. En fait, toi, ta boîte, elle fait faillite. Il reste 100 000 euros en trésorerie. Tu décides de dissoudre la boîte. Ben, qu'est-ce qui se Mm. passe? Ben, tu payes soit tes premiers, l'État, ensuite tes Mm. créanciers, donc de la dette, les banques à qui tu as emprunté, et en troisième lieu, s'il reste du cash et que tu as des clauses d'action de préférence, de liquidité préférentielle, pardon, tu payes le montant que l'investisseur a mis jour 1, et ensuite tu divises au prorata des actions de chacun. Donc en gros, tu ne perds rien. La beauté de la levée de fonds, il y en a deux. C'est que, un, tu fais de levier sur de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est quand même magnifique, hein, tu vois. Mm. C'est les autres qui prennent le risque à ta place, le risque financier du moins. Et deux, tu peux t'associer avec des personnes qui vont être hyper pertinentes pour ton business, en fait. Tu peux t'associer avec des personnes qui non seulement vont mettre du cash dans ta boîte, mais qui vont t'amener des clients, qui vont t'ouvrir leur réseau et qui, ça se trouve, vont déjà monter une boîte et qui vont t'aider dans les problématiques que tu auras au jour le jour, en fait. Et ça, c'est un truc qui est trop sous-estimé. Tu vois, Mm. nous, on connaît des fondateurs qu'on a financés qui n'avaient pas besoin de cash, hein, qui n'avaient pas besoin des 40 000 balles que Campus Fund a mis. Ils ont pris nos 40 000 balles simplement pour qu'on soit associés à eux, actionnaires, et qu'ils aient à dispo notre réseau. C'est aussi simple que ça, et qu'ils aient au board quelqu'un de chez nous qui va les accompagner dans la vie de la boîte. Et ça a beaucoup plus de valeur d'ailleurs que les 40 000 balles qu'on met Oui. jour 1, tu vois. Ok. Et bah, si là, moi j'ai une startup, j'aimerais lever, j'ai besoin de lever, comment je fais et tous les process que je dois passer pour après peut-être lever avec Campus Fund, par exemple. Ouais. Déjà, il faut définir le montant dont tu as besoin. Mm. C'est quand même important. Et il faut regarder un petit peu ce qui se fait sur ton marché, voir quelles sont les dilutions en fait, que les entrepreneurs concurrents ou de ton marché prennent à chaque tour de financement. Je D'accord. m'explique. En général, on a tendance à dire que sur le premier tour, tu vas te diluer d'une quinzaine de pourcents. Sur le deuxième tour, tu vas te diluer d'une vingtaine de pourcents. Sur le troisième tour, d'une vingtaine de pourcents, etc., etc. Te diluer de 20% à chaque fois, ça ne veut pas dire que tu vas faire toi, tes actions vont perdre 20%, 20%, 20%, 20% jusqu'à arriver à zéro. Et ce que ça veut dire, c'est que, en fait, tu vas te diluer de 20%, donc tes actions vont être diluées de 20%, et le deuxième tour de 20%, et le troisième tour de 20%, c'est ce que tu presses à chaque fois. Ça va Mm. tendre vers zéro, mais tu ne fais pas moins 20, moins 20, moins 20 à chaque fois. L'idée, elle est de se dire, je définis de combien j'ai besoin. Si tu as besoin de 1,5 million, tu ne vas pas t'orienter vers une cible retail, donc des particuliers ou des business angels, ou difficilement, parce qu'ils vont mettre plutôt en moyenne des tickets de 20 000 euros. Donc, va cumuler des tickets de 20 000 euros pour arriver à 1,5 million, c'est complexe. Ce que tu vas aller faire, c'est plutôt discuter avec des fonds qu'on appelle lead, qui sont capables de mettre des tickets significatifs sur un tour de table de 1,5 million en l'occurrence. Et donc, ils vont mettre, admettons, un ticket de 750 000 euros. Ils sont très Mm. facilement identifiables sur Internet. Un conseil d'ailleurs, n'envoyez jamais votre dossier sur les sites Internet des fonds. Ils font jamais d'inbound. Les fonds n'investissent pas avec les dossiers entrants. Il faut soit que vous soyez reco par une startup de leur portefeuille, soit que vous soyez reco par un de leurs investisseurs, soit que vous ayez rencontré l'analyste sur un salon, par exemple. D'accord. Et donc, par exemple pour pas faire d'inbound, vous trouvez une boîte dans le portefeuille qui vous intéresse, vous discutez avec le CEO de cette boîte qui a été financée par le fonds, vous faites plusieurs appels avec lui, puis à un moment, vous lui dites, est-ce que tu pourrais m'introduire à le fonds qui a l'idée ton tour, parce que je suis intéressé par le... Voilà. C'est un bon hack pour éviter d'aller faire de l'envoi de dossier à froid. Et ensuite, je vais aller discuter avec des business angels une fois que j'ai mon lead ou des plus petits fonds qui seront capables d'aller investir sur mon tour. Bon, ça répond à moitié à ta question. On va prendre le principe d'une boîte qui veut plutôt lever 100 000 euros, Mm. aller tester son marché, discuter, monter un premier proto, recruter peut-être un sales ou autre.
Euh, 100 000 balles, c'est éminemment complexe à aller chercher et à la fois, c'est très simple, en fait. Parce que si je vais chercher 100 000 balles, c'est que j'ai pas grand-chose, en fait, à montrer. Et donc, il faut que j'arrive à embarquer des gens dans mon aventure. Il faut que tu prennes le problème à l'envers. Qui tu es capable d'aller chercher comme personnes qui peuvent mettre 100 000 balles dans ta boîte et qui peuvent te faire confiance et qui connaissent ton marché. Ben, en fait, ça va être des gens qui ont soit bossé dans ton secteur, qui sont convaincus par ton problème, Mm. soit des gens qui sont assez fous pour te croire et te faire confiance. Et là, on va parler de ton réseau perso. Soit des gens qui sont prêts à prendre un risque extrême sur ces sujets-là. Les trois prennent des risques extrêmes à ce propos. Donc les premiers, comment tu les identifies? Les premiers, tu as LinkedIn qui est un outil magnifique. Tu es une boîte dans l'hôtellerie. Tu as sur LinkedIn tous les mecs qui gèrent des hôtels en fait. Tu vois, gestionnaire d'hôtel. Il n'est pas forcément business angels, donc investisseur à titre perso. Mais tu auras besoin de ces compétences pour monter ta boîte dans l'hôtellerie. Ce sera peut-être ton premier client. Et c'est un gars qui va être en mesure de mettre 5, 10 000 balles dans ta boîte. Tu as déjà fait 10% du chemin. Le deuxième, c'est ta famille, tes amis. À toi de voir si tu ne peux pas aller gratter quelques premiers milliers d'euros là-bas. Et le troisième, c'est des gens assez fous pour croire en toi. Et les gens assez fous pour croire en toi, c'est Campus Fund en gros. Hein. Et tu vois, et des business angels qui connaissent ton secteur ou qui ne le connaissent pas, mais qui ont investi dans des, tu vois, des verticales qui peuvent se rapprocher à ce que tu fais. Et c'est un très bon moyen d'approcher ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu les ajoutes sur LinkedIn, tu leur envoies un premier mot qui est assez ouvert et qui dit Hello Corentin, j'ai vu que tu avais fait toute ta carrière là-dedans, c'est super inspirant. Moi, je monte une boîte sur ce secteur. On cherche des retours d'expérience. Est-ce que ça te dirait de prendre un appel pour m'aider? Et de fil en aiguille, tu construis une relation et de fil en aiguille, le mec investira ou la fille investira peut-être dans ta boîte, quoi. Ça, D'accord. c'est vraiment les moyens les plus euh, qui ont le mieux marché de ce qu'on a vu, tu vois, de l'écosystème de financement. À noter qu'aujourd'hui en France, avec 40 000 euros de fonds propres, donc admettons que je lève 30 000 euros de business angel, je mets 10 000 euros en perso dans ma boîte, ça fait 40 000 euros, je suis capable d'aller chercher 60-70 000 euros de financement non dilutif. Non dilutif, c'est ce qui ne vient pas Mm. diluer le capital de ta boîte. Donc ici, on parle de dette bancaire, dette autre que bancaire, donc par exemple le réseau entreprendre, et Ouais, de, prêt d'honneur. et voilà, exactement, et de subvention de la BPI. Ça, c'est très fort, c'est très 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 fort, parce que ça ne vient pas diluer le capital de ma boîte. Hein. Donc en gros, c'est de l'argent gratuit. Ok. Et du coup, bah là, quand j'ai fait ces étapes-là, je constitue toute ma data room. Donc là, Ouais. on va pas rentrer parce que ça va être super long d'expliquer toute la data room. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier truc à faire attention sur la constitution de cette data room? Pas tout expliquer, mais un truc à faire attention. Peut-être sur la term sheet, ce genre de truc, je sais pas. Ouais, très souvent, hein, sur les petits tours de table, donc 100-200 000 euros, vous fixez vos conditions en Mm. général. À mettre dans la data room les conditions que vous fixez. Il y a énormément de contenu sur Internet sur tous ces sujets-là, hein, donc de clause du pacte d'actionnaires, de est-ce que je dois lever en BSAR ou est-ce qu'en equity. Enfin, il y a énormément de contenu qui existe, donc je ne vais pas réinventer la roue. Peut-être un point intéressant à dire, c'est qu'en fait, la levée, c'est une question de FOMO, quoi, hein. C'est l'humain, il a des biais. Il faut jouer sur ces biais-là. Et c'est plus du marketing que du sérieux, en réalité. Et la forme fait toujours ressortir le fond. Bon, c'est assez connu, hein, mais... Et donc, l'idée, elle est de se dire, personne ne veut rentrer dans un resto vide. Premier point. En gros, les gens, ils ont des biais. Ils veulent pas être les premiers fous à croire en toi, quoi, en gros. Hein. Et Mm. donc, il faut qu'il y ait déjà des gens qui te fassent confiance. Et des gens qui te fassent confiance, ça peut être, bah, typiquement, vous discutez avec votre chargé d'affaires BPI et vous dites, votre chargé d'affaires BPI, s'il est intéressé par votre dossier, il va vous dire, bah, en fait, si tu me ramènes 40 000 euros de fonds propres ou 30 000 euros de fonds propres, moi, je te mets 30 000. Ok, très bien. Bah, j'ai déjà sécurisé la moitié de ma levée, en fait. Voilà, 30% déjà sécurisé sur 100 000 euros, un tiers. Et ça, Mm. faut le mettre. Typiquement, c'est du FOMO, quoi. Euh, il faut mettre du rythme. Ça rentre dans le biais, tu vois, des investisseurs. Donc, il faut leur dire qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais réussir ma levée, tu vois. Et il faut que je fasse plusieurs scénarios dans mon business plan. Un pessimiste, un réaliste, un optimiste. Donc, il faut que tu montres que tu es très ambitieux, mais il faut que tu montres que tu as la tête sur les épaules aussi, quoi. Il faut que tu
aies déjà sécurisé une partie de ta levée, il faut que tu aies déjà discuté avec ton marché, que tu aies des intentions de gens qui vont payer ta solution une fois qu'elle sortira. Et surtout, et c'est probablement le truc qui est le plus sous-estimé dans une levée, c'est il faut faire en fait une newsletter, quoi. Et tu les mets à feu doux. Et en fait, tous les gens avec qui tu discutes et qui peuvent être pertinents pour toi dans une levée, tu leur envoies des updates de manière régulière. Toutes les 2 semaines, 3 semaines. Et ça se maintient. Et ça peut être des updates business, ça peut être des updates sur votre marché, envoyer des articles sur l'évolution de votre marché, envoyer, tu vois, où est-ce qu'on en est la produit, où est-ce qu'on est la levée de fonds, etc. Mais l'idée, c'est il faut absolument montrer qu'il y a de la vie dans la boîte, quoi. D'accord. Et Ok. après, il y a des templates de data room qui existent sur Notion Oui. et autres. Voilà. Ok. Super intéressant. L'idée de la newsletter, j'aime bien. Bon, bah, pour conclure un peu ce podcast qui a duré beaucoup plus de temps que prévu, mais c'était super intéressant. Déjà, je te remercie d'être Plaisir. venu dans le podcast, d'avoir accepté mon invitation. Et du coup, j'aimerais que tu conclues ce podcast en 2-3 minutes. Qu'est-ce que tu dis à notre génération? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre pour cette fin de podcast? Ouais. Écoute, il y a beaucoup de choses qui me passent en tête, donc il va falloir que je fasse des choix en 2 minutes. Tu vois, je pense que on est aujourd'hui quand même dans une période qui est vachement anxiogène, hein, je vais pas refaire l'actualité. Et je crois que mine de rien, l'entrepreneuriat, c'est probablement une des voies qui est la plus libératrice en fait, et qui te donne le plus de sens dans ta vie au jour le jour en fait. Donc je vais pas dire faut absolument entreprendre, c'est pas le sujet, tu vois? On en Mmh. parlait tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut entreprendre, oui ou non? Le sujet, il est plutôt de dire que l'entrepreneuriat, ça peut prendre des dizaines de formes différentes en fait. Sachant que c'est probablement par l'entrepreneuriat que tu peux avoir le plus d'impact à la fois dans ta vie perso, mais aussi sur ton écosystème, tu vois? Nous, avec Romain, pour te faire le parallèle et pour illustrer ce que je dis, tu vois, quand on a commencé Campus Fund, on n'avait pas idée de l'impact qu'on pourrait avoir et aujourd'hui, Campus Fund, tu vois, mine de rien, les vingtaines de deals, qu'on a financés recrutent autour des 200 personnes, tu vois, à plein temps, en France. Je te dis: «Mais tiens, mais alors en aucun cas on est, les seuls, c'est pas grâce à nous qu'il y a ça», tu vois? Mais même si c'est 20 ou 30 du truc, c'est trop bien, tu vois? l'Uniwave, la boîte que je te disais tout à l'heure, elle économise des millions de litres d'eau. Et en fait, tu vois, si tu veux te donner les moyens de changer le monde, en fait, c'est aussi simple que ça, il faut entreprendre, quoi. Et ça peut passer par plein de choses, et ça peut être faire de l'intrapreneuriat, donc entreprendre dans ta propre boîte, entreprendre toi à titre perso, mais il faut se lancer, exécuter et avoir de l'ambition. OK. Bon, j'aime bien l'ambition au tout dernier. C'est un de mes mots préférés. Je te remercie. À son C'est très cool, Corentin, merci à toi pour l'invite. Merci d'avoir regardé cet épisode du podcast Glitch, le podcast de Zenexing qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs qui font bouger les choses avec leur réussite et leurs galères. Tous les réseaux de notre invité est en description. N'hésitez pas à les checker et à donner de la force. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, mettre un like ou mettre un commentaire si vous êtes sur YouTube. Ça nous aide vraiment à continuer cette aventure. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle interview. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et n'oubliez pas, chaque glitch est une nouvelle chance de faire un meilleur speedrun.